très beaux et très nombreux. C'est magnifique et terrifiant pour moi en ce moment. Mais si je suis pour être sur le bord de la crise de panique, je pense que c'est mieux de se passer sur mon lieu de travail en compagnie de Fanny Britt. De toute façon, je sais que vous n'êtes pas là pour venir pour moi, mais bien pour notre invité, donc ça m'enlève une certaine pression. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes sans doute des lectrices, des lecteurs de Fanny, que vous appréciez son travail. Il y en a peut-être parmi vous qui la connaissent moins. Excusez-moi, il faut que je respire. Je suis vraiment stressée. On va faire une crise de panique ensemble. C'est ça qui va se passer. Parce que moi, je suis aussi nerveuse que toi. Ben oui, c'est ça, mais c'est fou. Voilà, c'est la vie. Alors, il y en a, c'est ça, parmi vous, plusieurs sans doute qui avaient lu et qui appréciaient Fanny, mais il y en a peut-être d'autres qui connaissaient moins son travail. Et donc, pour vous, je vais la présenter de manière un petit peu plus formelle. Avant de commencer l'entretien qui va durer à peu près 1 heure, qui sera suivi d'une période de questions. Donc, si vous avez des questions pour Fanny, vous pourrez les garder pour la fin. Et l'entretien se termine par une séance de dédicace tout au fond, près du comptoir de prêt. Donc, je respire toujours. Fanny Britt, écrivaine et traductrice. Elle est l'auteure de plusieurs pièces de théâtre, dont Hurlevent en 2018 et Bienveillance, prix du gouverneur général en 2013. Ces pièces ont été créées sur plusieurs scènes du Québec et d'ailleurs, tout comme la vingtaine de traductions qu'elle a réalisées pour le théâtre. Son premier roman, Les Maisons, en 2015, a été finaliste au prix littéraire France-Québec et au prix littéraire des collégiens. Elle a également fait paraître 2 essais, Les Tranchées, Maternité, ambiguïté et féminisme en 2013, et Les Retranchés, Échec et ravissement de la famille en milieu de course en 2019, finaliste au prix Victor Barbeau. En littérature jeunesse, on lui doit les romans graphiques Jane le renard et moi en 2012, Louis parmi les spectres en 2016 et Truffe en 2021, tous en collaboration avec l'illustratrice Isabelle Arsenault, ainsi que plusieurs traductions. Son roman « Faire les sucres », paru à l'automne 2020, a obtenu le prix littéraire du gouverneur général en 2021 et son plus récent ouvrage « Bonjour mon cœur », un beau livre pour ados sur les crises de panique, justement, et son premier roman pour les adolescents. Fanny, bonsoir, bienvenue, merci d'être là. Merci. C'est pas ta première visite, non, à la Maison de la littérature? Non, je suis venue faire une sorte de performance à Québec en toutes lettres, dans une pièce en haut, là-bas. Je faisais cuire des tartes, ouais, et je lisais des extraits de Faire les sucres en faisant cuire des tartes au sucre. Ouais. Bienvenue à nouveau parmi nous. J'ai envie de briser la glace avec une question sur l'amour, sur une forme particulière d'amour, en fait. Et je m'explique. En 2019, la revue Lettres québécoise te consacrait un numéro, un très beau numéro avec une couverture magnifique, des belles illustrations faites par Julie Delporte, si je ne me trompe pas. Un bon dossier hyper intéressant avec plusieurs textes qui étaient écrits par des amis chers à toi. Et la rédactrice en chef à l'époque, Annabelle Moreau, avait titré son éditorial « Tout le monde aime Fanny Britt ». J'ai l'impression qu'il y a quelque chose... Je pense qu'on peut dire que tu es une autrice qui est aimée. On le voit là ce soir. Moi, je le vois quand je travaille. Les livres circulent. Les gens sont au rendez-vous au théâtre. Je ne te dis pas le nombre de fois, depuis que cet entretien a été annoncé, que les gens m'ont écrit ou m'ont dit... D'abord, qu'ils étaient très contents qu'on te reçoive, mais « Oh mon Dieu, tu es tellement chanceuse, tu vas parler 1 heure avec Fanny Britt. » Bon, donc, je pense qu'il y a quelque chose de particulier qui te lie à ton lectorat, comme si les gens se retrouvaient d'une manière très vive ou très personnelle dans ce que tu écris. Toi, de ton côté, comment tu reçois, comment tu vis, j'ai dit amour, mais cette attention que les gens te portent et portent à ton travail? Ah, c'est vraiment intéressant de commencer avec ça, parce que tu sais, dans cet éditorial-là, qui s'appelait Tout le monde aime Fanny Britt, Annabelle Moreau commençait en parlant de son ami libraire qui était agacé par cet amour-là, qui levait les yeux au ciel puis était comme « Ah, il va falloir que je mette les retranchés sur le bord du comptoir. Il y a tellement de bons livres qui s'écrivent, puis là, Fanny, elle, blablabla, ça sort, tu sais. » Puis dans ma paranoïa, j'ai l'impression que je sais c'est qui ce libraire-là. Je me suis imaginée, il y a eu comme un visage qui est arrivé dans ma tête quand j'ai lu cette...
cet éditorial-là, puis je me suis dit, je pense que c'est lui. Je pense que c'est ce gars-là. C'est peut-être pas lui pantoute. C'est peut-être pas lui du tout. Puis là, on est comme 5 ans plus tard, non, peut-être 3 ans plus tard, de cette revue-là de lettres québécoises. Puis à chaque fois, puis c'est une librairie pas loin de chez nous, j'y vais quand même souvent, puis à chaque fois, je tombe sur lui, puis j'ai comme honte. J'ai comme une bouffée de honte de « Ah, c'est celui-là qui m'haït puis qui me méprise. » Mais en fait, c'est... Je dis ça pas exactement pour rien, parce que ça illustre en fait comment je reçois ça. Moi, je reçois ça dans la tourmente, parce que cette affection-là ou ce contact-là que je peux avoir avec les lecteurs, des fois, ça donne tout son sens en fait au métier, à l'écriture. Ce que je pense, parce qu'une dame est venue me parler à Kamouraska cet été quand j'ai fait un événement au Centre d'art, puis elle est venue me dire, tu sais c'est quoi? C'est ton doute. C'est ça. C'est je me reconnais dans ton doute. C'est ton doute me permet d'accepter le mien. Donc je pense que c'est peut-être ça qui crée le contact. Parce que dans l'écriture puis dans la vie, je suis quelqu'un qui a une grande difficulté à avoir des certitudes et pour qui le doute est un moteur constant. Ah, bien, tu vois, tu me devances parce que j'avais une question là-dessus. Ah oui, justement, sur le doute. Si, ben oui, parce que ça traverse énormément de tes textes, de ce qui arrive à tes personnages, mais aussi ton discours personnel dans plein d'entrevues et tout. Puis oui, je me demandais si c'est quelque chose qui t'habitait quand même toujours constamment, puis si c'était un moteur ou un frein. Bien, c'est les deux. C'est les deux. C'est un moteur, puis c'est un frein dans le sens que c'est une source de honte aussi perpétuelle, parce que quand on doute de l'amour des gens, on doute aussi de sa valeur, de sa place, de sa légitimité. C'est pour ça que je dis que je le reçois dans la tourmente, cet amour-là, parce qu'il y a une autre part de moi. J'ai en moi ce libraire agacé, snob, hypercritique, qui est comme « Oh, mon Dieu, c'est nul, c'est médiocre, peut mieux faire, tout le temps. » cet automne, ton plus récent Les livre... gens trouvent ça drôle. Ah oui, il y a un personnage qui doute dans ton plus récent livre, Bonjour mon cœur, oui. Premier roman pour les ados, dans lequel on suit Bernadette, une jeune fille de 14 ans qui vit avec l'anxiété, mais sans nécessairement être capable de la nommer ou de bien savoir ce qui se passe. Puis on la suit tout au long d'un été formateur, transformateur. Est-ce que tu pourrais nous résumer beaucoup mieux que moi ce qui se passe dans ce roman-là, puis aussi un peu nous parler du processus, de ce qui t'habitait, d'où est venue l'envie de raconter cette histoire en particulier? C'est ça. Bonjour mon cœur, c'est vraiment le récit de l'été des 14 ans de Bernadette, une adolescente de Montréal qui étudie en arts-études dans une école de Montréal. Elle joue dans un orchestre, elle chante dans une chorale. Et donc, au concert de fin d'année, elle fait sa première, en fait, crise de panique sur scène, première en tout cas dont elle est consciente, pendant le lacrymosa du Requiem de Mozart, où elle s'imagine qu'elle est en train de mourir d'un malaise cardiaque, un peu comme nous on se sent à l'intérieur présentement. Je la sens moins maintenant. Mais nous, on connaît ça, donc maintenant, on sait, on peut avoir un double discours dans notre tête qui nous permet d'avoir une conversation et en même temps d'avoir une autre conversation, une deuxième tête. C'est ce que Bernadette finit par dire dans le livre, que sa deuxième tête se met en hypervigilance pendant que sa première continue sa conversation comme si de rien n'était. Mais donc, la première fois qu'elle vit ça, bien évidemment, elle est complètement prise de court et elle est certaine que c'est un vrai malaise physique, bien sûr. Parce qu'au début, quand on fait de l'anxiété, on ne sait pas que c'est de l'anxiété. D'ailleurs, même quand on le sait, on se fait duper. On se fait duper très souvent par notre anxiété. Et ensuite, elle va partir pour l'été à Kamouraska avec sa famille. Et pendant cet été-là, va donc s'imaginer qu'elle a une maladie cardiaque, faire des recherches, vraiment se monter tout un scénario autour de ça. Mais en parallèle, va aussi découvrir
qui elle est, va découvrir un peu son courage, va travailler dans un restaurant à Kamouraska, donc va courir vers le danger, comme on disait avant d'entrer en scène. C'est comme un mantra que j'ai depuis que j'ai lu le livre de Sarah Polley. Et va aussi, à travers ça, comprendre qui est sa mère, comment ces choses-là se transmettent, parce qu'elle accuse sa mère d'être contrôlante, d'être anxieuse, mais pour elle, être anxieuse, ça veut dire être fatigante. Ça veut dire être la mère qui dit « pars pas en vélo sur la 132, tu vas te faire kidnapper, tu vas te faire juger si tu t'habilles comme ci, si tu fais ça. » Et elle comprend pas, en fait, que l'anxiété prend différents visages selon qui on est, puis ce qu'on se transmet aussi de génération en génération avec l'anxiété. Donc, ça, c'est l'anecdote, disons, de l'histoire de Bernadette, mais c'est sûr que moi, je pense que je voyais là, mettons au niveau comme dramaturgique ou dans la création du livre, je voyais, moi, dans l'anxiété, une image très parlante de ce que c'est l'adolescence, de ce que c'est grandir, en fait. Se faire surprendre par quelque chose qui nous dépasse, qu'on ne comprend pas et qui nous renverse comme une vague. Tu sais, je trouvais que l'image était évocatrice. Ça, c'est au niveau comme du montage du récit, mais au niveau humain, ben c'est moi, tu sais, c'est moi, Bernadette. Pendant la pandémie, mon anxiété, l'anxiété qui m'accompagne depuis l'enfance, est revenue en grande force. Puis c'est drôle, cette voix-là d'adolescente est montée. C'est celle-là qui m'a parlé. C'est celle-là que j'ai eu envie de raconter, comme si j'avais besoin de reprendre la conversation avec elle. Ça a donné aussi que mes fils étaient adolescents au même moment, donc je suis toujours un peu en train de les vampiriser, puis de les regarder aller, puis eux-mêmes traversaient leur propre crise, leur propre anxiété qui est très différente de la mienne. Donc ça aussi, ça m'inspirait. J'avais envie de ce dialogue-là avec les adolescents. Tu le dis en dialogue, mais c'est vraiment ça, même le livre s'adresse aux adolescentes, aux adolescents, mais aussi aux adultes, je trouve, parce que la place des adultes est aussi importante, le rapport des jeunes avec les parents. Ouais, ben pour moi, j'ai très envie que ce livre-là puisse se rendre dans les mains des ados et de leurs parents et de leurs tantes, et des gens qui ont été des ados. Pour moi, c'est un livre de l'adolescence avant même d'être un livre pour l'adolescence. Ouais. Tu parlais des surprises, de se faire surprendre. Plusieurs de tes livres ont reçu des honneurs. Tu as été finaliste à plein de prix importants. Tu en as remporté plusieurs. Quel rapport, est-ce que c'est la tourmente aussi, quel rapport tu entretiens avec ce type de reconnaissance-là? Puis plus largement avec la réception ou les critiques de tes livres. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est aussi la tourmente ou c'est quelque chose qui va te sécuriser un peu? C'est un rapport compliqué, puis pas du tout serein. C'est sûr que le premier, la première fois où là, tu es comme finaliste pour quelque chose, où tu es reconnu pour un livre que tu as écrit, une pièce, il y a un immense soulagement, une sorte de permission. Tu dis, OK, je suis peut-être pas complètement à côté de mes pompes. Tu sais, peut-être que ce que je fais a sa place. Pour moi, ça m'est arrivé avec Jane Le Renard et moi. C'est le premier livre que j'ai écrit qui a eu comme un rayonnement vraiment. Puis c'est aussi le livre qui a eu le plus de rayonnement. Fait que, ce qui est intéressant, c'est que quand ça s'est arrivé, j'ai fait « Ah, mon Dieu, c'est ça, rayonner, wow! » C'est cool. Mon Dieu, il y a des traductions dans le monde. On est invité dans des festivals, au point que des fois, on disait non. On était comme « Ah, Sardaigne, on n'a pas le temps. » Il ne faut pas faire ça, parce que ça ne repasse pas nécessairement. C'est ça que je veux dire. C'est qu'au fil des ans, le livre poursuit sa vie, mais aussi, tu ne deviens plus la saveur du mois, tu ne deviens plus la nouveauté. C'est en toute relativité aussi. C'est un succès qui
pour lequel j'ai énormément de gratitude, mais qui est en même temps pas nécessairement suffisant pour que je fasse juste écrire des romans à l'année. Hein, c'est pas possible. Il faut que je sois traductrice, il faut que je sois auteure de théâtre, il faut que je fasse de la script édition en télé. Il faut que tout ça se cumule pour que je gagne ma vie avec ça. Donc, c'est pour ça que je veux dire un succès en toute relativité. Donc, au fil des ans, on recule. On recule un petit peu plus, on recule un petit peu plus. Mais le côté sombre de ça, c'est que l'absence de prix nous fait ensuite l'impression d'un échec. Alors que ça n'en est pas un. Ça n'en est pas un parce qu'on pourrait faire une liste infinie de tous les livres qu'on a adorés dans notre vie, qui n'ont pas été primés, qui sont même tombés entre les cracks au moment où ils sont sortis. On peut faire une liste aussi longue de livres qui ont été des immenses succès avec bardés de prix et qui tombent dans l'oubli 10 ans plus tard. Donc, c'est une question qui c'est insoluble, en fait. J'aime cette idée de permission quand même. Tu sais, c'est comme une tape dans le dos, puis ça ouvre une espèce d'espace de liberté ou de mise en danger un peu, peut-être. Mais je pense que c'est là qu'il faut rester. Il faut rester dans la zone « Ah, ben voilà une permission de continuer. » Puis... Je veux dire, il faut... moi, je viens du théâtre, je suis encore une personne de théâtre principalement, puis une chose que j'ai retenue, c'est cette anecdote de Paul Buissonneau, là, qui a fondé le Katsu. Puis apparemment, lui, quand il rentrait dans les loges les soirs de première, et la première chose qu'il disait dans les loges aux acteurs, c'était « OK, next, c'est quoi le prochain projet? » Voilà. Puis je pense que cette idée-là, cette mentalité-là est importante dans le travail. C'est qu'il faut rester dans le travail tout le temps. Puis il faut toujours penser au prochain projet. Puis quand pour moi, c'est une des richesses de venir du théâtre, c'est cette chose-là. C'est que, tu sais, on est des clowns, là. On est là, puis on a nos patentes, puis nos costumes, puis là, on écrit une pièce, puis là, on la fait, puis là, ça dure 20 jours, puis après, c'est terminé. Après, c'est fini. Puis c'est juste les gens qui l'ont vu qui s'en souviennent. Souvent, c'est même pas toujours publié, la pièce. Puis c'est fini. Ça n'existe plus, c'est dans le souvenir. Puis après, il faut recommencer, il faut en faire un autre. Puis est-ce que c'est le genre d'autrice à avoir toujours comme en tête des idées ou ça peut t'arriver d'être... après un projet, il n'y en a pas un autre projet là, qui émerge ou qui monte en toi? Ah non, non. Il y en a tout le temps. Non, vraiment pas. Ah. Oh non, non, non. Des fois, c'est le grand vide, là. C'est le grand désert. Puis au moins une fois par mois, je me dis, bon, ça y est, j'ai plus d'idées. J'en aurai plus jamais. C'est terminé. C'est fini. Tu as parlé du rayonnement de Jane Le Renard et moi. À la fin de ce livre-là, le personnage d'Hélène, après un séjour au camp, un séjour transformateur lui aussi, arrive à la maison toute renippée, toute en grande pompe, puis annonce à sa mère qu'elle veut devenir écrivaine. On en a parlé un petit peu en amont de cette rencontre. Je voulais pas, c'est important pour moi de ne pas présumer que la vie de Fanny est dans ses livres. Et donc, j'aimerais t'entendre sur ta rencontre à toi avec l'écriture. Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé comme une évidence quand tu étais tout petite? Est-ce que c'est après des lectures marquantes ou c'était plus nébuleux, tortueux? Comment ça s'est passé? Tu sais, Jane Le Renard et moi, c'est vraiment mon livre le plus autobiographique de loin. Donc, on peut affirmer que ça, c'est beaucoup ma vie, Jane. Et je ne sais pas à quel moment j'ai annoncé à ma mère que je voulais être écrivaine, mais c'est arrivé tôt. C'est arrivé tôt, puis je pense, oui, que c'était le rêve absolu à partir du moment où j'ai appris à écrire. Parce qu'il n'y a rien que j'aimais plus que prendre mes petits cahiers Canada puis inventer des histoires qui étaient très nulles, là, qui étaient très mauvaises. Mes poèmes d'adolescence sont terriblement mauvais, sont vraiment, vraiment pas bons. Mais ça m'apportait tellement de joie. Puis en fait, c'est ça, hein, c'est cette joie-là qu'il ne faut pas perdre. Tu sais, on parlait de la permission tantôt, puis moi, je te dirais que la chose la plus puissante, c'est moi de 13 ans
qui s'émerveille encore chaque fois qu'il y a un livre qui sort ou que je rentre dans une librairie ou une bibliothèque, puis mon livre est dans la bibliothèque. Tu sais, c'est comme... Puis je pense qu'il faut absolument jamais en revenir de ça. Il faut pas en revenir, tu sais. Puis je pense que si on reste connecté à ce feeling-là, on se libère de « mais en ont-tu vendu? Puis je suis finaliste? » ou, tu sais, si tu restes dans moi de 13 ans, je l'aurais jamais cru. Puis on répète souvent ça avec ma meilleure amie, nous de 15 ans, parce qu'on était déjà ensemble amis à 15 ans. Nous de 15 ans, on n'en revienne pas, tu sais. Puis il faut rester connecté à ça. Mais là, je reviens à... À ta rencontre. Je reviens à ce que je disais sur l'écriture. Bien, c'est ça, cette joie-là d'écrire était totale puis était pure quand j'étais jeune. Je faisais des magazines pour raconter la fin de semaine de ma mère. Et d'ailleurs, je me suis toujours intéressée à la vie ordinaire des gens autour de moi. Ça me fascinait. J'étais là, alors, vous allâtes à New York avec votre sœur et, tu sais, puis j'écrivais des trucs super faussement littéraires et tout ça. Puis ça m'apportait énormément de joie. J'écrivais la vie de mes amis. Mes poèmes d'adolescence, ce ne sont que des lamentations sur les histoires d'amour de mes amis, puisque moi, j'y avais pas accès à ça, parce que je ne pognais pas, mais peut-être parce que j'étais dans un coin avec un carnet en train de regarder les gens d'une manière creepy. Mais je savais déjà. Je savais déjà que c'est ce que je voulais faire. Après, je ne pensais pas que je pourrais le faire. À ça, j'en ai douté, j'en doute encore. Il y a tout un monde entre rêver d'écrire. Moi, quand j'étais enfant, je me disais, ça a l'air si simple. On prend un papier, un crayon, puis on écrit. Mais entre le faire, entre faire le pas, entre s'insérer dans un milieu, c'est quand même tout... Il y a 1000 étapes avant d'arriver là. Ah oui, complètement. Donc, je me suis lancée avec beaucoup de naïveté dans mes études en théâtre. Mais aussi, j'ai été élevée par une mère qui a un peu tiré le diable par la queue, qui a fait plusieurs jobs, qui s'est réorientée plusieurs fois. Donc, je pense que cette idée-là de la débrouille puis de la polyvalence, je l'avais déjà quand j'avais 18 ans. T'sais. Donc, cette idée-là de ouvre toutes les portes, va partout où tu peux, traduis, rédige, sois pas trop sélective non plus sur le travail que tu fais dans les premières années. Fais juste le faire, tu sais. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, puis vas-y, tu sais. J'ai un prof de création littéraire qui disait « c'est en écrivant qu'on devient écrivain ». C'était très facile. Tu parlais de tes poèmes d'adolescence. Tu devances une question qui était bien plus loin, mais bon, vous savez, vous êtes là. Fanny pratique plusieurs genres littéraires. Moi, je trouve que dans ton écriture, puis là, c'est peut-être parce que moi, je t'ai lu très intensément pour cet entretien, mais sinon, je t'avais lu à la sortie de certains livres. Mais là, étant plongée de manière intense dans pas mal tout ce qu'on avait ici de livres, ça m'est vraiment sauté aux yeux à quel point ton écriture est poétique. Je trouve qu'il y a une manière de tourner les phrases qui est extrêmement évocatrice, extrêmement belle, très imagée, très juste. Est-ce que tu es une lectrice de poésie? Puis est-ce qu'on pourrait te retrouver autrice de poésie? Bien, je suis une lectrice de poésie, oui. Je suis une grande admiratrice de poésie. Et je suis très nulle en poésie. Je suis vraiment nulle. Tu as essayé d'en écrire au début? Ah, oui, bien, oui. Je tombe dans les clichés très rapidement. Il y a comme quelque chose de sentimental. On dirait que j'ai pas dépassé l'adolescence dans ce genre-là. Je pense que s'il y a quelque chose de poétique ou de lyrique, mettons, peut-être, dans mon écriture, je pense que c'est tout lié à la musique puis au théâtre. C'est tout lié à la voix. En fait, c'est la voix. Puis on dirait qu'en poésie, c'est comme si c'était pas mon instrument. C'est comme quand j'essaie de jouer de cet instrument-là, ça sonne faux. C'est pas moi, c'est étrange. C'est drôle parce que là, je t'écoute, puis on dirait que je me dis, je pourrais prendre... Moi, je voyais des vers dans tellement de pièces, de romans, puis on pourrait les sortir de leur contexte, faire un beau recueil de poésie. Bien, alors, ça serait comme... Je pourrais peut-être me duper moi-même en écrivant du théâtre ou en écrivant un roman. Je pourrais peut-être ensuite le transformer en une sorte de poésie prose, là. Mais il faudrait que je le sache pas pendant que je l'écris. Dans une capsule vidéo que j'ai vue, qui était tournée pour la revue de Théâtre Jeu, je pense, tu parles de nécessité. Tu dis, entre autres, que de plus en plus, tu as besoin de sentir une nécessité dans le geste d'écriture. Est-ce que tu l'entends comme...
presque au sens de l'engagement ou quelque chose de plus politique. Pourrais-tu nous définir un peu comment tu expliques ça, ce besoin de nécessité-là? Puis aussi, ça contribue à mettre les histoires en marche. En fond, qu'est-ce qui met une histoire en marche pour toi? Si je me souviens bien, on a tourné ça il y a quand même une bonne dizaine d'années, je pense. Et je pense que c'était dans la foulée de Bienveillance, de ma pièce Bienveillance. Puis je pense que quand j'ai écrit cette pièce-là, qui était un peu ma première pièce où j'étais capable de poser une question qui était très claire, puis qui était de l'ordre évidemment du doute, mais du questionnement éthique, du dilemme moral. Puis j'ai trouvé là une espèce de clé qui m'aide à pas figer, en fait. Parce que, tu sais, des fois, je sais pas pour toi, mais tu sais, des fois, dans l'écriture, on peut avoir... Des fois, on se regarde écrire, puis on a comme une impression, tu sais, de tellement être absorbé par nous-mêmes, tu sais, puis par ce qui nous... Tu sais, par nos émotions, puis notre vécu, puis nos affaires pas réglées. Puis là, des fois, je me tanne tellement de moi-même. Tu sais, je passe tellement de temps seule avec mon cerveau, puis avec mes souvenirs, puis ça devient insupportable, tu sais, à un moment donné. Puis je pense que quand j'ai écrit Bienveillance, il y a comme un déclic qui s'est fait, qui était, ah oui, tu peux utiliser des histoires, qu'elles soient fictives, autofictives, autobiographiques, peu importe, mais tu peux utiliser des histoires pour poser une question d'ordre éthique ou d'ordre politique. Donc oui, c'est un peu une forme d'engagement. Donc je pense que c'est ce que je voulais dire par la nécessité. J'étais comme, je veux plus écrire juste parce que je le ressens, tu sais. Tu comprends? Mais en même temps, 10 ans plus tard, je ne sais pas si je dirais ça exactement de la même manière. Tu sais, je pense qu'il faut se libérer aussi des « il faut ». Là, je viens de dire « il faut se libérer des « il faut », fait que je ne suis pas sortie du bois. Mais, ouais, parce que je pense qu'il peut y avoir aussi dans l'écriture un geste très instinctif, puis qu'il ne faut pas trop questionner, justement. Ouais. À propos de l'écriture de Bienveillance, d'ailleurs, je lisais que cette pièce-là, je pense que c'est dans la revue Lettres québécoises, tu disais qu'il y avait comme une espèce d'émerveillement, comme la pièce est venue ou est arrivée, ou l'écriture s'est passée d'une façon très organique, oui. Ouais. C'est pas arrivé souvent, ça arrive pas souvent, ça. Comme c'était donné, là, ça arrivait, puis c'est tout. Bien, tu sais, on a passé des mois, c'était un processus vraiment intéressant. On a passé des mois à faire des promenades. J'ai fait des promenades avec Claude Poisson, qui allait être le metteur en scène de la pièce, et Patrice Dubois et Dany Michaud, qui allaient jouer les deux personnages principaux. Puis pendant des mois, on est allé se promener une fois par semaine, une fois par 2 semaines, dans des lieux choisis par l'un et l'autre en alternance, pour voir quelle conversation allait émerger dans ces lieux-là. On est allé à l'Oratoire Saint-Joseph, on est allé dans des cimetières, on est allé s'asseoir dans une cafétéria d'hôpital, sans autre projet que ça, que être là et voir de quoi on allait parler. Mais évidemment, on a parlé de la mort, puis on a parlé de nos morts, puis on a parlé de fantômes, puis de deuil, puis Bienveillance est devenue, bien sûr, la pièce qu'elle est à cause de ça. Et donc ça, c'était pendant le processus d'écriture? Ouais. Oui, mais en fait, c'est-à-dire que j'écrivais pas vraiment. Je prenais des notes. Okay. On se promenait, je prenais des notes, puis c'est comme si au moment de me mettre à l'écriture, ils étaient tous là. Les personnages étaient là, leurs fantômes étaient là, leur passé était là, puis ça arrive très, très rarement. C'est extrêmement précieux quand ça arrive, un texte qui sort de lui-même. Vraiment. Je ne peux pas dire que je l'ai retrouvé, cette grâce-là, plus tard. Pas vraiment, non. Au sujet de faire les sucres, je t'ai entendu et j'ai lu que pour toi, la ligne directrice de ce roman-là, c'était la question de ce qui arrive quand on n'arrive plus à tenir le rôle qu'on nous a assigné. Est-ce que pour toi, qui pratiques plusieurs genre littéraire, le fait de faire ça, c'est un peu
déjouer ça? C'est ce que tu deviens une autrice différente, tu te glisses dans différentes peaux en étant autrice dramatique, en étant romancière, ou pas du tout? Ah oui, c'est intéressant ça. Peut-être. Ou tu restes quand même une autrice, mais... Bien, c'est sûr, je reste la même personne avec les mêmes préoccupations, les mêmes névroses. Mais je pense que quand je change de milieu, quand je change de genre, oui, c'est comme une petite infidélité. C'est comme une petite infidélité pas grave, qui n'a pas vraiment de conséquences. C'est une petite... Ouais, c'est comme un petit jeu de cachette avec moi-même, tu sais, parce que je suis pas une aventurière dans la vie, tu sais, loin de là. Je suis très, très, très enracinée dans ma vie. Puis je pense que c'est de cette manière-là que j'ai réussi à m'échapper, tu sais, à échapper à un milieu ou à échapper à une espèce de fatalité, ouais. C'est vrai. Puis la traduction, en pratiquant le métier de traductrice, tu te frottes vraiment, tu glisses encore là dans des univers qui sont pas les tiens. Puis en faisant de la traduction, bien, c'est, il me semble, un travail très intime. Est-ce que ça nourrit, est-ce que ça vient nourrir ta propre pratique d'écriture? Ah oui, toujours. Mais j'ai traduit beaucoup plus de théâtre que de livres. Mais je peux te dire que la traduction de théâtre les traductions de théâtre que j'ai faites m'ont tellement éduquée comme autrice de théâtre. Sur la construction des histoires, par exemple, ou sur l'écriture aussi? Ah oui, sur la construction des récits. J'ai eu la chance aussi de traduire, tu sais, des auteurs exceptionnels britanniques. J'ai traduit plusieurs pièces de Martin McDonagh, qui est quand même un maître de la construction extrêmement comique et tragique à la fois. J'ai traduit plusieurs pièces irlandaises et britanniques, donc avec cet humour-là aussi, un humour noir, un rapport à l'oralité aussi qui est très musical. Donc, je suis absolument certaine que ça a influencé, que ça... Que ça a modifié d'une certaine manière mon essence même d'auteur. Puis dans les dernières années, j'ai commencé à traduire un peu plus de livres, de romans ou biographies, qui est un tout autre processus où je me sens très imposteur. Là, j'ai l'impression que ça prend des connaissances que j'ai souvent l'impression de ne pas avoir. Mais en quoi c'est si différent du théâtre? À cause de ce que demande la page. Dans l'oralité, tu sais, je me sens une certaine confiance. Tu sais, j'ai une certaine confiance dans mon oreille. Ouais. Je me trompe, là. Puis je corrige plein de choses, puis c'est pas parfait du tout, mais il y a une espèce il y a quelque chose que j'entends dans le ton d'un auteur de théâtre, puis que j'ai l'impression, en tout cas, de les comprendre profondément. Puis dans le roman, ben il y a une espèce de... Ben je pense que c'est mes bébites à moi, c'est mes complexes de fille qui n'a pas étudié en littérature, puis qui n'a pas étudié en traduction non plus, qui n'a pas étudié, en gros, qui est juste allé à l'École nationale de théâtre, qui est une école extraordinaire, mais qui ressemble à rien, là, qui est pas du tout orthodoxe comme enseignement. Et dans le roman, il y a aussi la question de la postérité, parce que ce qui est fabuleux en théâtre, c'est qu'une traduction a une vie courte. C'est fait comme ça, comme tout le reste en théâtre. Tout est éphémère. Les mises en scène sont éphémères, les conceptions sont éphémères, les interprètes sont éphémères, et les traductions aussi. Donc, comme traductrice, je sais très bien que mes traductions d'aujourd'hui vont être fort probablement retraduites par quelqu'un d'autre dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, alors que le langage va avoir évolué, alors que la parlure va changer, alors que le livre, bon, à moins d'être justement Virginia Woolf ou des très, très grandes figures qui ont le privilège de se faire traduire plus qu'une fois, la plupart des gens se font traduire une fois et c'est tout.
Donc, pour moi, il y a comme un poids, il y a un poids, il y a une universalité. Il y a aussi toute la question de la langue québécoise qui est complexe là-dedans parce que les auteurs veulent que leurs livres soient traduits universellement, bien sûr. Et en même temps, nous, on veut une traduction qu'on sent vivante. Donc, il y a toutes ces questions-là qui se posent. Voilà, c'est pour ça que ça m'intimide. Mais j'adore ça. Tu parlais, en parlant de traduction, tu as parlé de musique et la chanson traversent nombre de tes textes, autant de théâtre que dans les romans. Tu as plein de personnages. Marion d'Enfer les sucres et Bernadette partagent l'amour de la chorale. Truffe adore le rock et va avoir son propre band. Octave joue du piano. Et la musique est partout, on dirait, dans tes... Puis toi, tu as une formation quand tu étais jeune élève au primaire, secondaire. Oui. Formation musicale aussi. La musique, ça traverse ton œuvre, mais en quoi ça vient s'inscrire ou façonner l'écriture? Ou c'est important de mettre ça de l'avant dans tes livres? Ouais, j'ai l'impression de toutes les façons. Bon, j'ai souvent dit que c'est ma vocation ratée, c'est ce que j'aurais voulu être, une musicienne. Si j'avais pu, j'aurais été musicienne. Je trouve que moi, c'est comme la forme d'art que je révère, que je vénère le plus. Écrire une chanson, là, quelqu'un qui est capable... Tu sais, A Case of You, là, de Joni Mitchell, là, ça contient tout. Il y a tout, ça dure 3 minutes et demie, il y a tout là-dedans, tu sais. D'ailleurs, tu sais, je pensais à Léonard Cohen l'autre jour que j'ai tellement aimé, tu sais, que j'aime tant. Puis quand j'étais jeune, j'avais lu ses romans, puis ses romans étaient comme un peu... c'est un peu des magmas d'idées, tu sais, des espèces de labyrinthes difficiles à cerner, peut-être un peu aussi, comment dire, autosatisfait. Il ne l'était pas, lui, il ne l'était pas, mais le ton ressortait un peu comme ça. Puis là, il s'est mis à écrire des chansons, puis là, il disait l'univers au complet, tu sais, en 4 minutes. J'ai une admiration sans borne pour ça. Un peu comme la très, très bonne poésie me fait ça aussi, mais on dirait qu'avec la musique, c'est encore plus magique à mes yeux parce que les chansons sont partout, tu sais, sont dans notre auto, sont dans notre cuisine, sont dans notre tête. On peut chanter dans la douche, on est accompagné pour toujours, tu sais, de la musique qu'on aime. Donc, c'est très, 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 très précieux pour moi. Donc, j'imagine que ça veut dire que mes personnages aussi, tu sais, sont habités par la musique. Mais je pense que en dessous de ça, c'est mon amour de la musique puis la présence de la musique constamment dans ma vie qui a certainement façonné mon type d'écriture, en fait. C'est que j'entends toujours les textes, je les vois pas du tout. Je pourrais pas du tout être metteur en scène, par exemple. Je l'ai pas en tout. Je vois rien, mais j'entends tout. Il y a une rythmique qui est très importante pour moi. Toute l'émotion vient de la rythmique souvent. Ça m'habite tout le temps. Je relis à voix haute quand j'écris des livres, toujours, tu sais. Ouais, c'est comme c'est la trame de fond pour moi, la musique, ouais. Tu parles de vocation ratée, ou d'une autre vocation. Dans le fameux numéro de Lettres québécoises, on t'a posé la question à savoir si tu n'étais pas autrice, si tu n'écrivais pas, si tu n'étais pas écrivaine, qu'est-ce que tu ferais? Et tu avais répondu que c'était rendu presque un cliché à ton sujet, mais qu'il n'y a rien qui te rendrait plus heureuse que d'être pâtissière. Fin de... Tu sais, ta réponse, c'était ça, 2 lignes. Dis-nous en plus, qu'est-ce qui te rend si heureuse? Qu'est-ce que tu trouves dans la pâtisserie? Parce que ça aussi, ça traverse les livres. Il y a beaucoup de scènes de bouffe, de repas, les personnages se retrouvent. Il y a des desserts, il y a des tartes, des carrés aux dattes. Il y en a dans tes livres. Ouais. Mais dans les livres ou dans la vie, qu'est-ce que ça t'apporte qui te rend si heureuse? Bien, il y a plusieurs choses là-dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de transmission. C'est ce qui m'a été transmis. Je viens d'une lignée de femmes qui cuisinent énormément. Ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. J'ai une petite cousine qui est sucrière, qui est pâtissière et qui a une érablière. Donc, c'est elle, d'ailleurs, qui m'a éduquée pour faire les sucres. Puis qui a son kiosque de sucrerie là, près d'Oka.
cette espèce de rapport à la matière est vraiment important dans ma culture familiale. Mon fils de 15 ans, d'ailleurs, adore cuisiner. C'est un instinct chez lui. Moi, je pense, au fil des ans, ce que j'ai découvert, c'est que la pâtisserie, c'est une façon pour moi de donner de l'affection, alors que j'ai un côté assez... je suis un peu anglo-saxonne, je crois, malgré moi. C'est toujours le fun de voir des gens aussi manger quelque chose qu'on a fait puis avoir du plaisir à le faire. Puis on dirait que c'est satisfaisant. C'est comme, Ben voilà, c'est ça. Puis en fait, c'est tout le temps qu'on passe à faire ça, à y penser. Puis bon, moi, je fais les gâteaux de fête de mes amis, puis des enfants de mes amis, puis des enfants dans mon entourage. Puis des fois, ça devient vraiment des entreprises beaucoup trop élaborées. Je fais des genres de trompe-l'œil là, très amateurs, mais tu sais, j'y mets des semaines, là, j'y pense. Puis là, cette année, puis là, je pense à la personne à qui c'est destiné. Cette année, pour l'anniversaire de mon fils, qui aime beaucoup The Godfather, ben, j'y ai fait la tête du cheval dans les draps ensanglantés en gâteau, tu sais. Fait que là, j'ai mis des semaines à penser à ça. Puis là, je lis mes petits tutoriels, puis je fais... Puis bien sûr que c'est une façon aussi de me distraire de l'anxiété, parce que c'est très concret, puis je me mets au travail, mais c'est aussi, tu sais, c'est « je t'aime » 1000 fois, ça, pour moi. Parce que je suis très pudique. Mes personnages, tu sais, des fois, ils se laissent aller, puis tout à coup, ils font des déclarations. Ou... En fait, j'ai beaucoup de personnages qui pensent aux déclarations qu'ils feraient s'ils pouvaient faire des déclarations, puis qui finalement ne les font pas. Mais moi, je suis beaucoup comme ça, en fait. Donc, je pense que quand je fais de la pâtisserie, c'est ma façon de leur dire, même si je suis bourrue, même si quand vous allez revenir de l'école puis de travailler, je vais être un peu dans ma tête, puis je vais pas parler beaucoup, même si c'est pas moi qui dis je t'aime le plus dans ma maison, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Pain aux bananes, muffins, mais voyez-vous la poésie, ce que je disais tantôt, elle fait juste dire ça, puis c'est beau comme un poème. Élément central dans pas mal tout ton travail, la déconstruction des idées reçues, des idées toutes faites, notamment au sujet de la maternité. Encore là, sujet exploré dans plusieurs livres, les tranchées, les retranchées, évidemment, mais aussi, il y a plusieurs personnages, je ne sais pas moi, qui n'ont pas souhaité être mère, Marion qui ne veut pas être mère, Catherine qui se fait avorter dans Hurlevent ou sa sœur, en tout cas. Oui, absolument, oui, Catherine, oui. Bref, en quoi c'est important pour toi d'aller explorer, de déconstruire les idées reçues, mais spécialement au sujet de la maternité? Ou d'aller explorer? Ben, c'est un puits sans fond, hein, ce sujet-là. Puis, tu sais, pour moi, c'est bien au-delà de l'identification. Parce que bien sûr, il y a de l'identification. Quand j'ai écrit Les tranchées, puis Les retranchées, tu sais, j'ai des commentaires de lectrices qui étaient comme, ben, je me suis reconnue en tant que mère, j'ai reconnu mon angoisse, j'ai reconnu mon doute, etc. Bon, tant mieux, tant mieux. Mais tu sais, moi, on en a parlé, mais je me suis reconnue autant dans ton livre qui parle d'un choix de non-maternité, qui est un excellent livre qui s'appelle « Un choix d'amour », puis vous devriez tous le lire. Non, c'est vraiment extraordinaire. C'est très, très beau. Non, mais c'est vrai, puis c'est un livre qui devrait être enseigné. Je trouve que c'est un livre qui devrait être lu au cégep, parce que je pense que les filles de 18 ans et les gars de 18 ans devraient s'engager dans des dialogues autour de ça de manière très ouverte. Puis en plus, tu as plein d'intertextualités, tu as plein de références à d'autres écrivaines qui ont parlé de maternité d'une manière ou d'une autre. Puis, bien justement, tu vois comment c'est riche, tu sais. J'ai l'impression qu'il y a dans ce choix-là, ce non-choix-là, ce choix imposé, c'est-à-dire cette imposition-là ou cet empêchement-là, tu sais, c'est tout ça, là. On dirait que presque toutes les questions sont là. Toutes les questions politiques sont là. Toutes les questions de libération sont là.
Ouais, tu sais, Je pense à l'ISIS, tu sais. ouais. Oui, ben quand j'ai écrit l'ISIS avec Alexia Burgère, on a très vite dévié de l'origine de l'Isistrata, qui était donc les femmes qui faisaient la grève du sexe pour faire arrêter la guerre. C'est ça le mythe de l'Isistrata. Puis nous, très vite, on voyait pas ça parce qu'on avait l'impression que c'était, en 2020, là, 2018, au moment où on a commencé à écrire cette pièce-là, on se disait, bien, la grève du sexe, qu'est-ce qu'on envoie comme message? On est en train de dire que le sexe, c'est pour les hommes, puis que les femmes leur offrent en cadeau, mais qu'elles n'en veulent pas nécessairement. Puis aussi, deuxième question, depuis quand, pas les hommes, mais depuis quand des hommes s'empêchent d'obtenir de la sexualité juste parce que les femmes disent non. Donc, on trouvait que toutes ces questions-là rendaient cette grève-là moins prenante aujourd'hui. Et donc, on a décidé d'y aller pour une grève de la maternité parce qu'on trouvait que cette question-là, là, on ouvrait sur quelque chose. Ça demeure un levier des femmes, celui de donner la vie. Donc, ça aussi, c'est ça. J'ai l'impression que toutes les questions sont contenues dans la maternité puis dans la famille. Toutes les dynamiques de pouvoir sont reproduites dans la famille. C'est sans fin. C'est tellement intéressant. Ouais. Tu t'intéresses aussi au fossé entre les apparences, à ce qui se passe derrière les portes closes. Là, je te cite un peu tout croche, mais j'ai lu et entendu souvent dire ça. J'ai l'impression que tu vas particulièrement loin dans ton exploration de ça, dans ton théâtre. Pas seulement là, mais je trouve que là, il y a quelque chose qui se déploie où les personnages vont très loin, soit dans ce qu'ils vont dire ou penser, ou la façon dont ils vont interagir les uns avec les autres. Qu'est-ce que tu trouves si riche dans ces zones sombres ou d'ombre-là? Puis est-ce qu'en écrivant, tu te mets des limites des fois où c'est barre ouverte? Puis quand je dis limite, je parle pas nécessairement d'autocensure, mais plutôt « Oh mon Dieu, je peux-tu vraiment aller là? » Je pense pas que Est-ce que je me demande, je vais-tu là? Non, j'ai l'impression que quand j'y vais, tu sais, puis que j'hésite pas à y aller. Mais je sais pas pourquoi, mais ça me fascine tellement. Les non-dits me fascinent tellement. Il y en a tellement dans tes non, mais je veux dire, dans tes pièces, dans les romans, il y en a énormément. Mais aussi, c'est que le théâtre se prête tellement à ça. Ouais. Puis quand j'étudiais en théâtre, mais comme tous les étudiants en théâtre, on a tout le monde tripe sur Tchekhov, on tripe tout sur Tchekhov parce que c'est le maître de cette espèce de discours au-dessus du souterrain. On va se plaindre de la température, on va faire du small talk, alors même qu'il se joue une espèce de tragédie intérieure. Serge Boucher était vraiment un maître de ça. Quand j'ai vu 24 pauses à la fin de mes études, ça a été un choc absolu pour moi, cette représentation-là des drames qui se jouent perpétuellement à l'intérieur des gens. C'est la chose qui me fascine le plus, qui m'intéresse le plus dans la vie. Tu sais, je sais pas, je lisais Elizabeth Strout, que j'aime beaucoup, là, qui écrit Olive Kitteridge, puis plein de romans. C'est une romancière du Maine qui est vraiment très maître dans l'art, justement, de parler des petites vies ordinaires et du torrent qu'elles contiennent. Puis justement, il y a deux personnages qui parlent, puis il y en a un qui raconte une histoire. Elle était dans un train, elle a rencontré quelqu'un, puis bon, il n'y a pas vraiment de punch à son histoire. Puis l'autre personne dit, bien, c'est quoi le punch? C'est quoi le point que tu veux faire avec ton histoire? Puis elle dit, les gens, puis les vies qu'ils mènent, c'est ça le point. Puis j'étais comme, c'est ça. C'est ça qui m'a toujours intéressée dans la littérature, puis qui m'intéresse dans la vie. On arrive tranquillement vers la fin. Je te pose une dernière question. Je savais que j'avais trop de questions, mais c'est parfait. J'ai posé celles que j'avais le plus envie de poser. J'ai envie de t'entendre au sujet du travail collaboratif et de l'amitié.
Encore là, parce que c'est majeur dans tout ton travail. Tu as fait plusieurs collaborations avec Isabelle Arsenault. Tu as écrit une pièce avec ta chère amie de longue date, Alexia Burgère. Pour les trancher, les retrancher, tu t'es entourée, tu es allé chercher vraiment des propos, tu es allé recueillir les propos de toutes sortes de femmes. Qu'est-ce que tu aimes dans le travail collaboratif? Comment ça vient nourrir ton écriture par la suite? Pas juste dans les projets collaboratifs, mais après. Ben, c'est comme... tu sais, quand on est auteur, on travaille tellement seul, on est tellement souvent seul. Puis moi, c'est au contact des autres, tu sais, que je me comprends moi-même. Je pense encore une fois que c'est mes origines théâtrales qui m'ont donné cette espèce de piqûre-là d'être en groupe, parce que je suis très introvertie, puis j'ai besoin d'être seule, puis c'est un défi aussi pour moi, tu sais, d'être en groupe. Mais pendant mes études en théâtre, puis avant ça, pendant mes années de chorale, j'ai trouvé dans le groupe qui travaille à la même chose, qui travaille vers la même œuvre, une espèce de... Je ne sais pas, je trouve ça bouleversant, l'idée qu'un groupe d'êtres humains se met ensemble pour inventer une histoire, puis après ça, présenter cette histoire-là au monde, ou pour discuter, puis après ça, transformer ça en livre, que chacun y apporte un peu sa contribution. Il y a une humilité dans ce travail-là que j'apprécie tellement, qui me garde enracinée. Puis j'ai besoin du regard de l'autre pour pas juste pour me comprendre moi, mais pour les comprendre eux, tu sais, pour rester toujours dans une sorte de circulation. Je peux pas imaginer arrêter de faire ça. Ouais. C'est presque une sorte de remède. Tu disais en début d'entretien que tu étais tannée de toi. Non, mais d'être dans ta tête, de te regarder tout. Le travail collaboratif ouvre énormément pour ça, apporte plein de points de vue différents. Ah oui, absolument, vraiment. Je regarde ma collègue. On est pas mal arrivé à la fin de cette portion de l'entretien. On serait rendu à la...